invité pour ce Zoom est bien connu des téléspectateurs de TV Liberté. Il s'agit de l'africaniste Bernard Lugan, auteur de nombreux ouvrages sur l'Afrique notamment, et animateur de la revue L'Afrique réelle. Nous allons évidemment évoquer ensemble l'actualité française au Mali, où 2 soldats français ont trouvé la mort au début du mois de janvier. Bonjour Monsieur Lugan. Bonjour. Alors, une question que se posent de nombreux Français, qui peut paraître assez basique, mais qui est essentielle. Pour commencer, que fait l'armée française au Mali ? Eh bien, l'armée française au Mali est intervenue à partir, disons, de début 2013, janvier 2013, pour empêcher la descente sur la capitale du Mali, sur Bamako, d'une colonne, entre guillemets, de djihadistes qui allait prendre la ville et qui allait faire basculer le pays. Alors, nous étions au lendemain de la guerre de Libye, avec la désintégration libyenne, avec le développement de mouvements djihadistes dans une certaine partie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique sahélienne. Et donc, nous sommes intervenus. Nous avons bloqué effectivement cette colonne et nous sommes partis sur une définition qui était une erreur totale. C'est-à-dire que l'opération militaire a été parfaitement réussie, mais l'opération politique n'était pas définie. Nous ne savions pas très bien quel était le but politique. Enfin, il n'y avait pas de but politique. La situation était en effet très claire. 1 an plus tôt, un soulèvement avait eu lieu dans le nord du Mali, un soulèvement touareg. Parce que depuis l'indépendance du Mali, depuis 1960, les Touaregs sont discriminés par les populations sudistes. Les Touaregs qui sont 5% et qui sont les anciens dominants régionaux sont dominés par l'ethno-mathématique électorale. Comme ils ne sont que 5%, ils ne pèsent rien au point de vue électoral face aux 95% de sudistes, qui sont les Noirs sudistes. Ce qui fait que la démocratie, par la loi du nombre, par le seul fait que les femmes sudistes ont eu plus d'enfants que les femmes nordistes, la démocratie donne le pouvoir aux plus nombreux. Et les Touaregs ne l'acceptent pas. Et les Touaregs se soulèvent 1961, 1964, 1969 et continuellement. Il y a eu à peu près une douzaine de soulèvements touaregs, dont 3 grosses guerres touaregs. Et en 2012, les Touaregs vont se soulever une nouvelle fois, non pas pour obtenir des avantages de la part du gouvernement de Bamako, mais pour proclamer l'indépendance du Nord Mali, en disant c'est plus possible, on ne peut plus vivre avec les gens du Sud, nous proclamons l'indépendance. Et ces Touaregs vont être doublés par les islamistes. Ce qui fait que nous allons nous retrouver pendant un certain temps face à une situation assez complexe d'une alliance touareg islamiste, une alliance contre nature, touareg islamiste, contre les sudistes. Et nous intervenons, nous, dans ce contexte. À partir de ce moment-là, la situation était très claire. Très, très claire. Politiquement, était très claire. Il fallait subordonner notre intervention qui sauva le Mali à des concessions politiques faites par ce même Mali. Il eût fallu exiger des autorités du Mali qu'en échange de notre intervention, ils décidassent de s'arranger avec les Touaregs une fois pour toutes, qu'ils règlent une fois pour toutes le problème Touareg, ce que nous n'avons pas fait. Et nous avons reconquis la totalité du Mali pour le compte d'une armée malienne qui n'existait pas, qui était bien plus forte pour voler les poules ou violer les femmes que pour faire la guerre, et nous avons fait la guerre à sa place. Et au lieu de subordonner, de conditionner notre avancée vers le nord à des concessions politiques qui auraient été faites par le Sud en faveur des Touaregs, nous avons reconquis le pays, j'allais dire, nous avons travaillé pour le roi de Prusse, c'est-à-dire que nous l'avons fait pour le compte des autorités maliennes. Ce qui fait que nous nous sommes retrouvés dans une situation totalement ingérable. Ingérable parce que les Touaregs ne peuvent pas proclamer leur indépendance parce que nous sommes là, et les autorités du Sud ne peuvent pas prendre le contrôle du Nord parce que nous sommes là également. Ça, c'est une première guerre. Donc, une première erreur qui a été commise, nous n'avons pas réglé la question Touareg, qui était une question simple à régler, une question politique. Mais pour régler cette question, encore eût-il fallu sortir des schémas intellectuels et reconnaître que les peuples sont différents, que les peuples existent. Or, comment voulez-vous faire comprendre cela à des gens dont l'idéologie en France est universaliste, ne reconnaissant pas les peuples, mais l'homme
en général, l'homme absolu, le citoyen du village terre. Ça, c'est le premier problème. À cette première guerre, s'est ensuite ajoutée une deuxième guerre au sud, c'est-à-dire dans la partie sud du Mali, au sud du fleuve Niger, au sud de Gao. Cette deuxième guerre était elle aussi une guerre ethnique. C'était une guerre qui a été menée par une fraction des Peuls. Parce que dans cet ensemble sahélien, il y avait deux grands peuples qui étaient des peuples nomades et qui avaient, avant la période coloniale, opéré une sorte de mainmise sous forme de razzia sur les populations sédentaires noires. Alors, au nord, les Touaregs, au nord du fleuve Niger, et au sud, les Peuls. Alors, au sud, les Peuls se sont retrouvés eux aussi dans la même situation, parce que les Peuls sont un peu plus nombreux que les Touaregs, mais ils ne sont que 10%. Alors 10% face à 90%, eh bien, électoralement parlant, cela ne pèse pas dans l'analyse des scrutins. Puis ils n'ont pas la chance, comme aux États-Unis, de pouvoir truander les élections au niveau qui est au niveau institutionnel. Ce qui fait que les Peuls se retrouvent dans la même situation que les Touaregs au nord, et ils vont déclencher un mouvement. Mais ils vont déclencher un mouvement au nom de l'islam, au nom du djihadisme, parce que déclencher un mouvement au nom du nationalisme ethnique, ça n'a aucune chance de passer dans les médias. Ce n'est pas très populaire, ce n'est pas très à la mode, ce n'est pas très kitsch, c'est plutôt kitsch plutôt qu'à la mode. Ce qui fait que les Peuls vont eux aussi se mettre dans cette logique islamiste, d'autant plus que dans la tradition culturelle Peul du XIXe siècle, il y a une permanence djihadiste. N'oublions pas qu'au XIXe siècle, les grands djihads de l'Ouest africain ont été faits par des Peuls. Des djihads qui étaient des djihads certes religieux, mais qui étaient surtout l'habillage religieux d'une simple prédation et d'une lutte pour capturer des esclaves. Alors, nous nous trouvons avec deux. On est en présence, au nord et au sud, nous sommes en présence par contre, de revendications d'appartenance à des groupes djihadistes qui sont différents. On verra après. On verra après. C'est après. C'est ça, si vous voulez, c'est l'écume. Ça, c'est la mousse sur la tasse de café. La réalité, c'est le fond de la tasse. Hein. Le reste, c'est du décor. La poudre de perlimpinpin que l'on met dessus. Le djihadisme n'est que la surinfection d'une plaie ethnique traditionnelle. Le djihadisme n'existe pas dans ces régions. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors donc, nous sommes en présence d'un phénomène ethnique qui va être habillé par comment dirais-je, une étoffe djihadiste. Ça, c'est le deuxième conflit. Et va éclater un troisième conflit à partir du moment où va arriver un troisième élément dans la région qui va être l'État islamique. Alors là, j'en reviens aux définitions islamistes dont nous parlions tout à l'heure. Parce qu'en fait, nous avons deux courants du djihadisme qui sont présents. Le courant Hakmi, qui est le courant le plus ancien, traditionnel, qui était le courant qui a marché sur Bamako en 2012, fin 2012, début 2013. Alors ce courant Hakmi est un courant qui a eu de grandes évolutions internes. Parce que ce courant Hakmi, effectivement, est pour un califat international. Il était pour la disparition des États. Il est pour la négation des ethnies au nom de la Houma, la communauté des musulmans. Oui, mais, le principal chef local de ce courant djihadiste n'est pas un universaliste. C'est un chef touareg qui s'appelle Iyad Ag-Ghali. Et Iyad Ag-Ghali, qui a des liens très étroits avec les services algériens, a été bridé pendant plusieurs années par les chefs supérieurs d'Aqmi qui étaient dans les maquis algériens. Or, il y a quelques mois, l'armée française a tué le chef d'Aqmi pour toute cette partie de l'Afrique, qui s'appelait Drogdel, et à partir de ce moment-là, Iyad Ag-Ghali est devenu totalement autonome. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, le courant islamiste sous étiquette Aqmi dans la partie nord du Mali est devenu un mouvement ethno-djihadiste et non plus un mouvement djihadiste. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, nous avions une opportunité tout à fait formidable de règlement de la question. Il fallait à ce moment-là régler le problème en s'appuyant sur Iyad Ag-Ghali
pour fermer le conflit au nord et ne plus avoir militairement qu'à régler le conflit au sud. Or, évidemment, nous ne l'avons pas fait. Pour faire ça, il faut des gens de tradition lyotéenne, il faut des gens qui connaissent les affaires indigènes, il faut des gens qui connaissent un peu les réalités ethniques et non pas des danseurs à claquettes sortis de Sciences Po. Donc, nous n'avons pas réglé ce problème. Deuxième conflit, donc je vous l'ai dit, au sud. Il s'est passé la même chose au sud. C'est que le chef du mouvement de libération du Massina, c'est un Peul, et qui n'est pas non plus pour l'universalisme. Il ne veut pas non plus la destruction de l'État malien. Donc là encore, il y avait tout un jeu à jouer. D'autant plus que ces deux chefs, Yagag Ghali au nord et les chefs du mouvement de libération du Massina au sud, étaient en guerre contre le nouveau venu, l'État islamique. Alors l'État islamique, lui, est un pur mouvement djihadiste, qui n'est pas dirigé par des indigènes locaux, mais qui est dirigé par des Arabes, et qui, ce mouvement, veut, lui, la destruction des États de l'Ouest africain, la négation des ethnies et la création d'une Houma internationale, internationaliste. Et ce mouvement, voyant bien que Yagag Ghali et les Peuls du Massina ne marchaient pas dans cet universalisme islamiste, ce mouvement est entré en guerre contre eux. Donc nous avons affaire à une guerre à l'heure actuelle entre le courant, j'allais dire, islamo-ethnique ou ethno-islamique et le courant islamiste universaliste. Et là encore, nous avions une carte magnifique à jouer. Il fallait laisser tranquilles les gens d'AQMI pour cogner les gens de l'État islamique. Or, au lieu de faire ça, nous avons liquidé le principal adjoint de Yagag Ghali. Yagag Ghali, bien entendu, s'est demandé à quel jeu jouez-vous, les Français? Voulez-vous deux fronts? Voulez-vous qu'on rouvre le front du Nord en plus du front du Sud? Résultat, c'est ainsi que des attentats ont été commis contre, non pas nos chasseurs de Verdun, mais contre les deux hussards du deuxième hussard. Voilà, la situation est très claire. Alors, la situation se résume de la manière suivante. Soit nous continuons à avoir une approche à l'américaine, c'est-à-dire que nous tapons systématiquement sur tout ce qui est, entre guillemets, terroriste, soit nous faisons ce que faisaient nos grands anciens en Indochine, en Algérie ou ailleurs, en voyant qui est qui, tu vois. Il y a bien, en Algérie, par exemple, il y avait le FLN et le MNA. Il fallait jouer des uns sur les autres. Il fallait ménager à un moment donné les uns pour s'appuyer sur les autres et vice-versa. Une approche fine, une approche intelligente et non pas une approche informatique et à l'américaine de situations qui sont des situations excessivement complexes et excessivement volatiles. C'est intéressant cette comparaison avec l'armée américaine, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit un papier là-dessus, où justement il dit que la France, si elle continue comme ça, va se retrouver comme les États-Unis en Afghanistan, en fait. Et vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Vous pensez qu'il y a une espèce d'américanisation de la politique française? Écoutez, l'américanisation de l'armée française est très claire. Quand vous avez dans des réunions d'état-major, on parle anglais. Bon, alors donc, et à tout niveau, la France n'a pas été capable d'imposer sa langue. Quand vous pensez, moi j'interviens souvent au corps européen. Au corps européen, la Grande-Bretagne ne fait pas partie du corps européen. La langue officielle, c'est l'anglais. C'est pas le français. C'est pas le polonais, c'est pas l'allemand, c'est pas l'espagnol, c'est l'anglais. Bon. Et au point de vue conception générale de la guerre, nous avons bien entendu sur place, notre corps d'officier est remarquable, les gens comprennent, etc. Mais au niveau de la direction qui donne les ordres aux militaires, au niveau de la direction civile à Paris, n'oubliez pas que le ministère de la Défense est dirigé par des civils. Hein. Merci, M. Sarkozy. Le ministère de la Défense est dirigé par des civils. Alors, vous voyez des généraux qui sont au garde à vous devant des petits danseurs à claquettes qui sortent de Sciences Po, ce qui explique beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Alors donc, nous avons là une conception qui est une conception américaine et non pas une conception française. Parce que la guerre, nous savons la faire. Nous savons très bien comment faire la guerre sur place. Nous savons très bien comment jouer
comment procéder avec les populations locales. Mais quand vous avez une conception universaliste et globalisante, ben vous passez à côté du problème. On a entendu parler aussi ces derniers jours de bavures qu'il y aurait eu de l'armée française qui aurait tué des civils. C'est de la communication ou est-ce que vous avez des informations? Bon, alors, honnêtement, je ne sais pas. De toute façon, si on va à la guerre, il y a forcément des bavures. Hein. On ne fait pas la guerre en dentelle, avec des tutus mauves et en suçant du réglisse. Hein. Quand on fait la guerre, on fait la guerre. Bon, et quand on fait la guerre, il y a des morts. Autrement, on ne fait pas la guerre, on reste chez soi. Et puis, mais non, ça, je ne suis pas au courant, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Mais je ne suis pas de ceux qui vont pleurer parce qu'il y a des bavures. Dans une guerre, il y a toujours des bavures. Hein. Alors, le mercredi 13 janvier, le Monde parlait du bourbier malien. Est-ce qu'on peut sortir et comment sortir aujourd'hui du bourbier malien? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? D'abord, de la boue au Mali, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt du sable. Donc, j'aurais plutôt de l'ensablement malien plutôt que du bourbier. La situation est très simple. Je vous l'ai résumé tout à l'heure. La situation est très simple. Il faut prendre en compte les réalités. Nous sommes seuls. Aucun pays européen ne veut venir. Donc, nous sommes les seuls à nous battre. Alors, nous battre pourquoi? Jusqu'à présent, aucun des mouvements terroristes maliens n'a créé d'attentat en France. Bon, disons que ce qui fait que ce n'est pas pour défendre notre intérêt interne français que nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas pour la stabilité. D'abord, nous ne sommes pas là-bas pour des intérêts économiques. Parce que quand on nous parle d'intérêts économiques, toute cette région représente le commerce de la France avec cet ensemble de la région ouest africaine, représente même pas 0,5% du commerce extérieur français. Et à l'intérieur de ces 0,5%, le Mali et le Niger représentent peut-être encore moins. Quant à l'uranium, c'est une plaisanterie, parce que la production d'uranium du Niger est tout à fait ridicule par rapport aux productions d'uranium de pays comme l'Australie, comme le Canada ou comme la Russie. Et nous avons bien plus intérêt à acheter notre uranium dans des pays qui ne sont pas en guerre que de devoir entretenir éventuellement une armée pour sortir un uranium insuffisant de pays qui nous posent des problèmes. Donc, ça, oublions l'argument des tiers-mondistes, des décoloniaux et autres culpabilisateurs. Nous ne sommes pas là-bas pour des questions d'argent. Nous sommes là-bas pour assurer la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il est bien évident que si ce monde explosait, toute l'Afrique de l'Ouest serait embrasée. Ça, c'est la réalité. Ceci étant, comment sortir de là? D'une manière très simple. Un, il faut voir qu'il y a 3 guerres, et non pas une guerre. Il y a une guerre au nord avec les Touaregs, il y a une guerre au sud autour des Peuls, et il y a une guerre au sud-est, vers la région des 3 frontières, avec l'État islamique. Donc, divisons les problèmes. Nous réglons la question Touareg, en accord avec les Algériens. Car les Algériens ont tout intérêt à ce que cette zone soit pacifiée pour pas que leurs propres Touaregs soient eux-mêmes touchés par cette contagion. D'autant plus que le chef Touareg local, d'AQMI, est lié au service algérien. Donc, c'est assez simple de régler la question avec Yaghag Ghali. Premier point, nous réglons la question avec les Touaregs. Comment? Eh bien, en tordant le bras à Bamako, une fois pour toutes, vous réglez la question Touareg. Vous réglez diplomatiquement, politiquement, institutionnellement, vous débrouillez, mais vous réglez le problème. 1. Nous fermons le front du Nord. Deuxièmement, même chose avec le front du Sud, avec les Peuls du Front de libération du Massina, qui d'ailleurs ont de très bons contacts à Bamako, notamment avec les imams qui sont les imams principaux de Bamako, qui sont Peuls eux aussi. Donc, deuxième problème, toujours une approche ethnique. Oublions le côté musulman islamique, oublions le côté économique, allons à l'essentiel, comme disent les anglo-saxons, au bedrock, la roche en place. La roche en place, c'est l'ethnie, le reste, c'est du baratin. Donc, nous réglons ensuite le problème avec les Peuls. C'est très simple à régler. Reste alors à ce moment-là le vrai problème, l'État islamique. Et là, nous cassons l'État islamique, car nous avons les moyens militaires de le faire. Et lors de la dernière opération faite par le 2e régime étranger de parachutistes sur zone, qui, lui, a mené une méthode commando de chasse, c'est-à-dire un peu comme nous faisions en Algérie à l'époque. À l'époque, nous le faisions en Algérie au niveau de la section. Parce que là, ils l'ont fait au niveau du régiment, c'est-à-dire nomadisation, commando de chasse. L'État islamique a été éreinté sur zone. Donc, nous concentrons nos moyens
Et là, nous liquidons l'État islamique et nous protégeons le Tchad. Parce que le problème, c'est ce qui va se passer au Tchad si la question de Libye n'est pas réglée. Là, le point faible, le prochain point faible, c'est toute la région péri-tchadique. Donc la question est simple. Mais pour cela, il faut avoir une approche ethnopolitique. Pour cela, il faut avoir une culture locale. Pour cela, il faut sortir des présupposés, il faut sortir de l'idéologie, il faut sortir de cette approche africaniste qui est une approche délétère, qui est celle fournie par les universités françaises. Ces malheureuses universités françaises qui ont une approche africaniste, ils commencent par dire l'ethnie a été créée par la colonisation. Alors évidemment, c'est comme si on disait que c'est l'occupation allemande entre 1940 et 1944 qui a créé la question bretonne. C'est aussi stupide. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas régler un problème quand l'analyse de départ est fausse. Merci beaucoup Bernard Lugan. On retiendra surtout cette idée que la question est plus ethnique que religieuse selon vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Je me permets de vous renvoyer au livre que j'ai consacré à la question qui s'appelle « Les guerres du Sahel, des origines à nos jours » et qui est, comment dirais-je, le manuel que toute personne projetée sur la zone doit avoir. C'était en fait, avant que je ne sois viré, c'était mon cours à l'école de guerre sur la question du Mali et du Sahel, et c'était mon cours à Saint-Cyr-Coët-Quidan sur cette question. J'en ai fait un livre qui s'appelle « Les guerres du Sahel, des origines à nos jours ». Donc je me permets de le conseiller à vos auditeurs. Ils peuvent le commander par l'Afrique réelle, car il est édité à l'Afrique réelle. L'Afrique réelle, donc vous pouvez trouver le lien en dessous de cette vidéo également.